Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous suivez à l'international. Notre émission continue. Continuez-vous à agir, évidemment, surtout à nous envoyer des messages au 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, hein, dans un instant, on fera peut-être faire part de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là, avec entre autres beaucoup de journalistes qui nous envoient des messages ce matin. Le 5 septembre dernier, je le disais, le pouvoir politique guinéen a changé de main. Loin des annonces, le CNRD multiplie donc ses opérations, coup de communication, foule, recueillement, scène d'empathie répétée. Le discours profane conclut déjà à un sans faute. Dans ce même élan, justement, la junte continue ses consultations pour finaliser donc la consultation du gouvernement. Et au nombre donc des postes vacants, le département de la culture qui a nourri les débats ces derniers jours, là-bas, comme au ministère de l'information, de grandes situations se posent déjà un défi pour les récipiendaires. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, tour d'horizon sur ces actualités avec Suleiman Ba Tiangel, journaliste, homme de culture et spécialiste de la communication. Il est avec nous dans ce studio. Un peu plus tard, nous allons avoir, évidemment, on parlera, pourquoi pas, fichier électoral, entre autres avec notre deuxième invité qui va nous rejoindre un peu plus tard dans ce studio, mon cher Jacques Léoua Leno. Donc la question, j'étais en train de parler un peu de Dadis qui a voulu avoir un discours vrai. Et je sais que c'est le propre des putschistes, même avec Doumbouya, au début c'était plutôt un discours vrai, parler directement à ces populations-là et qui... Bon, je pose la question à lorsque c'est dit comme ça, d'une certaine façon, le message est accepté au sein de la population. Après, bien sûr, le travail commence aussi bien sur la forme que sur le contenu. Vous pensez que ce processus-là peut aider à maintenir le lien qui a existé dès le départ, c'est-à-dire le 5 septembre, que ce lien-là puisse exister si on travaille finalement à transformer l'homme qui préside le destiné. L'un n'exclut pas l'autre. En fait, je crois que c'est en radio, dans les écoles de journalisme qu'on dit que la radio, c'est de l'improvisation écrite. Effectivement. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il est aujourd'hui n'exclut en rien de travailler. Et d'ailleurs, la communication qui travaille ex nihilo sur quelque chose qui n'existe pas ne fonctionnera jamais. Mais la com qui repose sur ce qu'on est déjà. Oui. C'est ça qui fonctionne. Il est déjà lui. Il a une personnalité. Il a une démarche intellectuelle. C'est pas de la transformer celle-là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si on fait ça, en fait, il va se planter. Ce qu'il faut, c'est d'aller chercher justement ce qu'il est et faire en sorte de l'amplifier pour que la relation qu'il a avec son peuple soit mieux compris. Donc du coup, l'un n'exclut pas l'autre. Il ne s'agit pas de faire un nouveau Mamadi Doumbouya. Non, c'est même impossible. Il garde son authenticité et il s'ouvre au contexte actuel. Exactement. Il est ce qu'il est. C'est pour ça que, par exemple... Mais il n'y a pas un vrai président, quand même. On a vu le cas de Hollande, du côté de la France. mais justement, parce que le problème du gars, c'est qu'il était dans l'improvisation non écrite. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, je disais souvent à mon ancien patron que un acteur politique, il y a d'abord acteur dedans. Ok. D'accord ? Donc, pour moi... La scène politique est une scène. L'espace public est un espace de représentation. Donc représentation, l'idée dans laquelle on vient jouer quelque chose. Donc pour que ça, on arrive à ça, ça veut dire qu'on a des coulisses. Les coulisses de la scène, c'est l'endroit où justement on fait du media training, c'est l'endroit où justement on fait des discussions, où on met la personne en situation de parole, en situation de prise de parole et on le bouscule. Mitterrand parfois avait des communicants qui le bousculaient au point qu'il s'énervait, parce que c'était fait pour ça, pour qu'il s'énerve et que les gens disent « Ah ouais, sur cette question tu t'énerves et donc du coup voilà comment est-ce qu'il faudrait que tu répondes à celle-là. » Parce que fondamentalement, quand on se retrouve dans l'espace public, un homme politique ou un homme
de parole publique de façon générale, il n'est pas forcément dans une logique de réponse directe comme si on était dans une école ou une interrogation écrite. Un homme politique, un homme de parole dans l'espace public est d'abord un homme qui passe des messages. Donc si toi, Lamine, tu me poses des questions et que je me dis que si je réponds à ta question de façon frontale à ta question, c'est que je risque de dire des bêtises, eh bien je vais contourner ta réponse, ta question, et je vais essayer de donner la réponse qui me permet, moi, d'être à l'aise. Voilà. Donc, on a vu avec le gouverneur de la Banque centrale hier dans cette émission. D'accord. Alors, non, pardon, Antoine, pardon. Ce que je veux dire à Tchangel, c'est que je suis d'accord. Quand tu parles du président de la République qui est en train de s'améliorer dans ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait normal. Parce qu'il n'était pas dans ce domaine-là avant. Prédestiné. Mais, quand on prend l'image et quand on prend la superposition, je le rappelle toujours, des drapeaux et autres, je suis désolé, on ne peut pas dire non, ils sont en train de s'améliorer. Ça doit être automatique parce qu'il y a quand même des spécialistes. Je suis désolé. Mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure, Ahmed. C'est que je crois que il faut pas oublier une chose. Souvent autour, c'est pas pour dénigrer le travail de journalisme, hein, souvent autour des responsables publics dans ce pays, il y a des journalistes. Il y a très peu de communicants. Il y a des journalistes. Alors que ce n'est pas le même métier. Du tout. C'est pas du tout le même métier. Celui qui fait du journalisme est là pour informer, pour donner du factuel. Celui qui est communicant, son objectif est de faire en sorte que tu adhère à ce que les grandes gueules. Donc du coup, forcément, il y a peut-être une espèce de décalage. Il y a un décalage parce que l'autre recherche la vérité, tu vois, et l'autre n'est pas forcément à la recherche de la vérité. Voilà, exactement, tu comprends. Donc, moi je pense que les choses se mettent en place et à mon avis, les choses se passeront au fur et à mesure. Faut pas être trop... Non, c'est que il faut être légèrement indulgent et laisser les choses... Doum est déjà, le président de la transition, il est déjà un gabarit déjà imposé et tout, donc ça impose déjà... Je pense que Tchangel fait de la solidarité ce matin. Bien, allez-y. La solidarité avec les communicants. Ouais. Heureusement. Allez-y, Antoine. Rapidement, ces deux questions. La première, c'est par rapport à son accoutrement. Déjà, depuis son arrivée... Attendez. Fini. Allez-y, Antoine, s'il te plaît. Fini, on va se reposer après. Allez-y, Antoine, pardon. Sa façon de paraître parfois... Ouais. On le voit à la télé à l'instant. Allez-y, la régie. On constate que par rapport aux événements, il a des sortes de tenues qu'il porte à sa prise de pouvoir. La tenue des forces spéciales, il avait arboré. Au fur et à mesure, il change de tenue en fonction de ses rencontres. Ouais. Et parfois, il met... comment vous appelez ça Là, on le voit comme un ninja. Hein, voilà, l'image là, justement. Par rapport à ça. Dans du groupement des forces spéciales. C'est normal. Selon les événements... Allez-y, Antoine. Au moment où cette vidéo passait sur la toile, on ne parlait pas de communication à ce moment-là. C'est les balles qui parlaient. Mon Dieu. Allez-y, Antoine. Cette façon de s'habiller en ninja parfois, est-ce que c'est recommandé pendant que les chefs d'État, parce que à un moment donné, beaucoup se demandent, est-ce qu'il va ôter la tenue pour porter enfin les costumes. Attendez, ça peut se faire. Est-ce qu'en le faisant ainsi, il ne quittera pas une certaine peau d'influent? Non, mais je pense que... Moi, je l'apprécie bien en tenue. Je pense que fondamentalement, le contexte joue toujours sur ce qui se passe. Le contexte dans lequel il était effectivement habillé en militaire, d'accord, avec la tenue camouflage, donc forcément c'est différent aujourd'hui avec le processus qui se met en place. Donc si tu veux, le contexte va forcément influer sur comment on appelle ça, sur sa façon de parler, sur sa façon de parler, sur ta façon de porter le camouflage. Oui, exactement. Donc je pense que étape par étape, ça va changer. Le contexte fait que il évolue à la fois dans la parole articulée, mais aussi tout ce qui est de l'ordre
comment on appelle ça, de la gestualité et tout ça. Sur le plan culturel, Mafoudi avait posé la question par rapport à la culture, il y a un débat qui se pose aujourd'hui par rapport d'abord au chef du département, mais surtout par rapport à ceux qui doivent aller au CNT. Non, Mafoudi, le temps presse. Oui, s'il te plaît. Mais alors, il a décidé personnellement de ne plus trop parler. Sur le plan communicationnel, est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix? Quelle doit être la périodicité pour ne pas qu'en même temps, on sente qu'il ne s'adresse plus à la population? Ouais. Je pose la question en communication. La précieuse pluie, elle est rare. Là, il s'agissait de Après les consultations, il a dit c'est trop, on a trop parlé et voilà. Mais en même temps, on ne l'entend plus. Est-ce que vous pensez que sur le plan communicationnel, c'est bon, il est dans le juste milieu? Alors, la question concernant le département de la culture, c'est de ça qu'il s'agit? Non. En fait, c'est la continuité de ce que tu comprends pas. Non, mais honnêtement, j'avais pas bien compris. J'insistais pour poser cette question avant. Honnêtement, j'avais pas bien compris. Elle a zappé ma question, posé la sienne. Voilà. Oui. En fait, le fait maintenant que ce silence radio, il ne fait plus d'apparitions publiques, si ce n'est qu'à des occasions exceptionnelles. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est comme on dit déjà dans le jargon connu, c'est de dire plus. Non, pas forcément un blackout, mais de dire voilà, la rareté fait la valeur. D'accord? Moi, je me souviens qu'à un moment donné, pour parler de mes expériences encore une fois, j'avais fait en sorte qu'il y ait un silence total autour de votre ancien patron. De mon ancien patron. D'accord. Et je me souviens ici qu'à l'époque, le jour où il est venu ici, Aboubacar Diallo avait commencé par dire maintenant, pour mettre la main sur vous, il y a un tata qui a été fortifié autour de vous. Alors que justement, c'est que plus la parole elle est rare, plus elle prend de l'importance, plus on essaie de comprendre qu'est-ce qui va être dit. Quand l'actualité est bouillonnante, à un moment donné, si vous êtes tout le temps sur les médias, en fait, votre discours, non seulement il devient redondant, mais en plus, les gens, ils apprennent rien de plus. Et c'est souvent ce qui se passe dans l'espace politique. C'est que les gens disent la même chose. Les gens radotent. Parce que quand les gens vont dans les médias, ils disent des choses que nous, population, on l'a déjà entendu quelque part. C'est juste comment la personne le dit. Donc je pense que la raréfaction de sa parole dans l'espace public est forcément quelque chose de pertinent dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Je crois que moins il va parler, mieux ce sera. C'est la méthode de Khalifa Gassama Diaby. Voilà. C'est vrai, exactement. On va essayer de lire, parce que Mafoudi tient beaucoup à ça, les questions des confrères. Marwan qui nous écrit une question pour Soulé. Sur quelle méthode se base-t-il pour analyser donc les discours de Doumbouya? C'est Marwan qui pose la question. Le décor, est-ce important dans une situation de prise de pouvoir? Je suis d'accord que le colonel a besoin d'un média planning, un média training, il veut dire, et du training, planning et training, donc les deux vont de pair. C'est Marwan qui nous envoie ce message. On a notre ami Ahmed Kourouma, voilà, qui réagit évidemment aussi. Là, comme métier, il va falloir que l'on comprenne qu'il y a une grande différence entre être un communicant et un propagandiste. Voilà, le père de la communication s'appelle... qu'est-ce qu'il veut dire, Ahmed? Voilà. Allez, c'était donc... Par rapport à Marwan, si je dois répondre à cette question, je réponds sur une méthodologie en com qui s'appelle de l'analyse de discours et qui essentiellement se base sur une matière qui s'appelle de la sémiologie, donc qui est l'étude des signes, et donc dans lesquels justement on voit comment est-ce que le signe peut produire, mais le signe, pas un signe, mais le signe dans son acception la plus générale, c'est-à-dire que tout ce qui a la possibilité est capable de produire du sens. Et donc du coup, quand on analyse le discours du président, le discours du président produit du sens, il produit de l'interprétation, et donc ça s'appelle de l'analyse de discours. Il faut demander à mes étudiants de première année com. Je leur apprends ça régulièrement. Voilà. Allez, on parle de la RTG, parce que récemment, évidemment, l'actualité, c'est tout. De ce côté, Antoine, c'est tout sommet. Avant de partir, de parler culture, je sais que tu as fait une sortie là-dessus, en ce qui concerne du côté de la RTG. Quel modèle, finalement, aujourd'hui, Tianguel? Je pense qu'aujourd'hui, la ministre est déjà dans une situation un peu difficile. Difficile. Ouais. Elle arrive, elle tombe sur une crise qui est là-bas. Ouais. Et honnêtement, ça peut être compliqué
compliqué pour elle. Et je crois que ce serait peut-être pas mal de lui donner, comment on appelle ça déjà, des 100 jours, comment on dit, une période, les 100 premiers jours pour lui permettre vraiment de se poser et de voir comment régler ce problème-là. Pas forcément, d'autant plus qu'elle a eu encore un autre problème qui est le problème de local. On sait ce qui s'est passé. Donc je pense que ce serait peut-être mauvais pour les grévistes de mettre la pédale, de toucher la pédale du milieu un peu et oublier la pédale de droite. Maintenant, par rapport au statut de la RTG, je crois qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai parlé avec quelques personnes, des anciens ministres, qui m'ont dit d'ailleurs que cette question a fait l'objet d'un débat houleux au sein des gouvernements antérieurs. C'est que aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de faire de la RTG un média de service public, un office. Un office dans lequel on aurait peut-être plusieurs RTG qui seront des stations climatiques, RTG 1, RTG 2, à voir après quel sera le contenu de chacun de ces médias. Ensuite, la deuxième chose, c'est le statut de médias de service public versus médias d'État. D'accord? Aujourd'hui, je crois que il faut qu'on conçoive la RTG comme un média qui vient rendre un service à la population guinéenne. Donc, du coup, un média dans lequel la diversité des opinions peut s'exprimer. Et le troisième élément, c'est le mode de fonctionnement de la RTG. Aujourd'hui, ceux qui travaillent à la RTG, en dehors de ces stagiaires dont on connaît le statut et le destin, c'est que ce sont des fonctionnaires. Des grandes gueules. Quel destin, il est terrible. Condamné à rester des stagiaires, c'est ça leur destin. Ne me faites pas dire ce que je dis le destin, ça ne veut pas dire que la fin, c'est la fin du processus. D'accord? Donc ce que je veux dire, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que les employés de la RTG sont des fonctionnaires. Ce sont des gens qui sont là, qui dépendent du ministère de la fonction publique et du ministère de la communication. Donc, ça veut dire que si Lamine, tu me nommes et qu'on est dans une situation de nomination simple, c'est que d'une certaine façon, je te suis redevable. Mais lorsque la RTG mettra peut-être en place un système de recrutement sur la base des compétences, faire des appels à candidature et qu'on recrute comme les privés, exactement, recruter Lamine parce qu'on sait que Lamine a des compétences, signer un contrat avec Lamine qui sait que s'il ne remplit pas le contrat qu'il doit remplir, il peut être renvoyé. Alors que de l'autre côté, on sait que grosso modo, tu fais pas, à la fin du mois, tu as ton salaire. Donc, après, à ce moment-là, on peut mettre en place un CA, un conseil d'administration qui permet de donner les orientations. Dans lequel conseil d'administration, on peut avoir des représentants de l'État. Des représentants de l'État. Laisse-moi terminer, Tamba. Je sais que tu es pressé. Je ne suis pas pressé, mais je voulais... Je te taquine. Donc, laisser ce CA dans lequel évidemment il doit y avoir forcément un représentant de l'État et notamment du ministère de tutelle qui est le ministère de la communication. Donc avoir un autre élément, c'est permettre à la RTG d'avoir son autonomie financière. Aujourd'hui, la publicité de la RTG est collectée par l'OGP. C'est-à-dire que non, mais je veux dire, c'est l'OGP, la régie de la RTG n'est pas gérée par la RTG. Normalement, elle n'est pas. Or, aujourd'hui, l'OGP, normalement, doit se limiter à sa place de régulateur de l'espace. Parce que sinon, ils sont en position de concurrence déloyale. C'est comme si aujourd'hui, comme je disais la dernière fois, la HAC avait son propre média. Ça veut donc dire que la HAC entre en système de concurrence avec Espace, avec n'importe quel autre média. Donc l'OGP, à mon avis, aujourd'hui, doit se cantonner à son statut de régulateur de l'espace publicitaire et faire en sorte que justement les questions de redevance, les questions de taxes, etc. soient réglées et que la RTG puisse avoir sa propre régie, qu'il la gère et qu'il puisse payer ses salariés comme n'importe quelle entreprise qui peut être
privés même. Sur les questions, Thiongel, sur les questions managériales, cette proposition que vous faites peut avoir un véritable impact, on est d'accord. C'est-à-dire que chacun est engagé sur la base d'un contrat de performance avec des indicateurs de résultats à atteindre. Ça, c'est une chose. Mais sur la question de ce service public, l'autonomie au niveau, j'ai envie de dire l'indépendance, au niveau du traitement de l'information. On a un conseil d'administration dont les membres seront nommés par l'État, je veux dire par qui? Comment on va composer? Je reviens à cette question. Comment on va composer ce conseil d'administration-là? Première chose. Deuxièmement, on sait qu'un conseil d'administration fait des orientations. L'orientation stratégique de l'entité RTG va donc émaner d'un conseil d'administration. L'exécutif de la RTG sera obligé d'aller vers l'atteinte, la réalisation de ces orientations stratégiques. Thiongel, la question c'est comment on parvient à une RTG qui puisse traiter de l'information comme nous, Espace, sans aucune autre forme de contrainte. Ce ne sont que des pistes, hein, encore une fois, parce que, voilà. Aujourd'hui, prenons une radio comme Espace FM. Je crois que l'ensemble si Lamine est peut-être l'actionnaire majoritaire, mais il doit avoir d'autres actionnaires. Tout à fait. Tout à fait. Qui entrent. Tout à fait. Donc la RTG doit ouvrir la possibilité que moi, si j'ai envie d'un... Hein? J'en sais rien si Espace est fermé. C'est fait. Ah ben voilà. Donc du coup, si la RTG... la RTG doit avoir un fonctionnement normal, c'est d'avoir donc des personnalités qui ont un certain niveau de compétence et surtout ouvrir son capital. Pour permettre à ces personnes qui sont des actionnaires et donc du coup qui vont avoir un regard sur le fonctionnement de la RTG et qui vont avoir un regard sur la ligne éditoriale dont on parlait tout à l'heure, dont le principe de service public c'est quoi? C'est informer, éduquer, divertir. C'est ça le travail du service public. Et donc du coup... Ce modèle que nous avons, en tout cas jusque-là, je pense que les seules entités que nous avons, c'est comme la Lonagui, une SA avec conseil d'administration. Alors pourquoi on le ferait pas? Non, mais l'actionnaire est unique malheureusement de non, mais justement là... Est-ce que vous... Non, Thiongel, vous entendez bien que... Mais Tamba, c'est une réforme. C'est une réforme. C'est une réforme, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Mais je veux savoir, dans cette réflexion que vous faites, est-ce que vous avez des exemples au niveau sous-régional, par exemple, où il y a un média public qui soit une SA dont le capital est ouvert à d'autres actionnaires? C'est un peu de la faisabilité et du réalisme que... Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi on doit réfléchir. Ce sont les différentes pistes qui peuvent exister. Ce que je dis là, ce n'est pas la panacée. Bien. D'accord? Et donc, de ce point de vue, ça ouvre des chantiers. Ce sont des chantiers compliqués et complexes parce que c'est un média, et courageux, évidemment. C'est un média qui a une longue histoire de fonctionnement qui, aujourd'hui, si tu demandes à ce que ça se passe, et là, encore une fois, ça veut dire que c'est un processus qui doit se mettre en place. Ça va pas être d'un claquement de doigts du jour au lendemain. On va passer d'une RTG de cette manière-là à une autre RTG. Je crois qu'en fait, ce sont des réformes possibles. Maintenant, est-ce qu'elles sont réalisables et en combien de temps et comment? Ça, c'est un comité d'experts peut-être qui peut poser la question. Merci beaucoup en tout cas, Thiongel, d'être passé ce matin. Nous voilà. Un plaisir évidemment toujours à vous écouter. Comment il s'appelle votre ami Safa Tounkara qui s'étonne ce matin, qui nous envoie ce message. Dit à Thiongel que je connais bien, qui a une grande gueule. Et bizarrement de le voir aujourd'hui bien méfiant des mots qu'il utilise. Communique mon cher, il dit Safa Tounkara. Vous le connaissez? Oui, je le connais, mais c'est ce que je fais là. Voilà, justement. La communication, Safa, c'est une mise en relation et je suis en relation avec les uns et les autres. Bien. Merci beaucoup d'être passé. C'était un plaisir et merci à tout le monde et merci de m'avoir invité. Voilà. Thiongel que vous allez retrouver évidemment bientôt sur nos antennes, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle émission de confrontation, c'est bien ça? Émission de confrontation qui va s'appeler Face à Thiongel. C'est ça, Face à Thiongel. Allez, dans un instant, le deuxième invité. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous.
Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous, à l'international. L'émission continue, mesdames et messieurs. La priorité pour la transition guinéenne, c'est le passage au témoin, donc du colonel Mamadi Doumbouya, on va dire, devra donc succéder à un civil, il faut le dire, désigné donc à la suite d'élections nationales libres et crédibles. Mais toute l'équation, évidemment, ce matin, jusqu'où ce qu'il faudra auparavant refondre le fichier électoral et édifier donc un organisme de gestion des élections qui soit digne de confiance. Mais comment y parvenir? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Notre invité s'est déjà installé dans ce studio, mon cher Jacques Lewaleno. Il est avec nous dans ce studio. Oui, allez-y. D'accord. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Oui. Merci beaucoup de votre invitation. Merci d'être là. Peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, brièvement, de façon très Oui, bien entendu. Qui Donc vous êtes, moi, voilà. Donc moi, j'ai été le représentant du Centre européen d'appui électoral pendant près de 4 ans, ici en République de Guinée, entre les années 2014 et 2017. Et donc, nous avions un programme au début qui était vraiment centré sur l'appui à l'Assemblée nationale, et notamment au secrétaire général, le professeur Berreté, dans la mise en place de tous les textes structurants qui devaient organiser l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des députés, mais surtout aussi au niveau du personnel de l'administration parlementaire. Et donc il n'y avait pas de règlement d'ordre intérieur, il n'y avait pas de contrat d'emploi, il n'y avait pas de... il y avait vraiment très très peu de documents, pas de comment on appelle ça, de règlement financier au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc on a construit tous ces documents. Ça, c'était la première étape de notre présence en Guinée. On va absolument aborder ces questions-là, votre séjour en Guinée, ce que vous faites et surtout ce qu'on peut en tirer pour la transition qui commence. Vous êtes journaliste de formation. Oui, de formation, tout à fait. Un master en journalisme. Bien entendu. Vous avez travaillé comme fonctionnaire d'ONG. Vous avez travaillé notamment aux Caraïbes. Oui, en Haïti. Voilà. Tout à fait. Vous avez fait partie de l'association des maires francophones. Oui, bien entendu. Et puis les élections se sont invitées dans votre parcours au Congo et puis en Guinée. Mais j'ai envie quand même de vous sortir de ce que vous faites aujourd'hui. Un petit retour dans votre passé. Quand on dit Bertin Mampaka, ça rappelle des bons souvenirs et de moins bons souvenirs. Mais bon, finalement... Les moins bons nous intéressent. Les moins bons vous intéressent. Ouais. Donc, alors, pour la petite histoire, il y avait un endroit qui est tout près du Parlement européen et qui s'appelle la Maison du Luxembourg. Et en fait, la Maison du Luxembourg, c'est un magnifique hôtel-restaurant, mais évidemment, comme il est tout proche du Parlement européen, il cible, et c'est vraiment la vitrine du Luxembourg belge, puisque vous savez que le Luxembourg, il y a deux, il y a une province en Belgique, la province du Luxembourg, et puis il y a le pays, qui est évidemment le Luxembourg, et qui lui est un pays membre de l'Union européenne. Mais ici, c'était bien la maison qui promouvait les produits de la province du Luxembourg belge. Et ce restaurant avait notamment en sous-sol, enfin en demi-sous-sol, on devait descendre simplement quelques marches, un magnifique fumoir où notamment tous ceux qui étaient en train de faire du lobbying auprès de l'Union européenne pour la province du Luxembourg se retrouvaient pour aller fumer un bon cigare dans cette pièce-là. Et j'étais avec deux amis congolais, dont le professeur Bob Kabamba, qui est venu ici plusieurs fois en Guinée et qui a travaillé justement avec la Cour constitutionnelle et le médiateur de la République. On était donc à trois et on a invité Bertin, qu'on connaissait très bien, puisque Bertin était un député bruxellois, tout à fait connu à l'époque, et il était du même parti que moi, puisque moi je travaillais avec Madame Joëlle Milquet, et j'étais son conseiller spécial, entre guillemets, pour toutes les questions liées sur migration, relations internationales et coopération au développement. Et donc on invite ce monsieur Bertin qui arrive, et
Je ne sais pas très bien comment ça évolue. Toujours est-il que Bob Kabamba lance une blague, et c'était à l'époque, dans les moments un petit peu tendus au Congo. Bon, il y a eu plusieurs moments qui ont été un peu tendus, un peu moins tendus. Et là, c'était une période un peu tendue, et Bob Kabamba fait une blague en disant à Bertin qu'il a une valise de Joseph Kabila qui l'attend, parce que Bob Kabamba faisait énormément, et toujours d'ailleurs en ce moment, d'aller-retour entre le Congo et la Belgique. Et puis voilà, c'est parti un petit peu comme en vrille, disons, et Bertin a été, je pense, vexé que on voit qu'il avait cru à la blague, en fait. Et donc, il s'est retrouvé dans le restaurant de la Maison du Luxembourg, où nous étions dans ce fameux fumoir. Ouais, les lobbyistes réunis. Voilà. Les grandes gueules. Des pseudo-lobbyistes. Pas les pseudo-lobbyistes. C'est important de revenir un petit peu sur cette fonction, même si c'est pas reconnu en Afrique. Il a posé plainte en disant que nous l'avions séquestré dans une cave sordide. Vous l'avez séquestré? Ben non. Bien. Enfin, il a déposé plainte pour coups et blessures. Et séquestration dans le sous-sol du... Tout à fait. De la maison de l'établissement dont voilà. vous parliez. On va revenir un petit peu sur votre... Mais il a été débouté à deux raisons, à deux niveaux. Voilà. Revenir justement sur son parcours, et on apprend que vous avez travaillé sur le programme de renforcement des capacités de la Commission électorale nationale indépendante. C'était du côté du Congo, mais un peu l'Afrique de l'Ouest, on a cette réalité avec les CENI. Ce sont des élections que ces CENI organisent, mais on en sort en Guinée avec plus l'Assemblée nationale. On sur en les parlera questions tout à l'heure. électorales aussi. D'accord. Alors, on en sort toujours avec les mêmes résultats, des élections truquées ou pas, des violences post-électorales. Comment comprendre que des CENI censés corriger les lacunes qu'il y a dans les différents départements de décentralisation, comment comprendre que ces CENI même échouent? Comment est-ce que vous expliquez cela? Mais parce que je pense que, pour ne pas tourner autour du pot, on est quand même dans une émission où on n'a pas la langue de bois normalement. Je pense que le I de CENI, celui que c'est une commission électorale nationale indépendante, le I de indépendant n'existe pas souvent. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou même un peu en Afrique centrale aussi, vous savez, la CENI du Congo, on pourrait en écrire vraiment beaucoup de livres qui auraient beaucoup de tomes, parce que l'histoire est aussi très complexe là-bas. Et donc le problème il est là. Moi je pense que le cas de la Guinée, parce que quand vous dites que le I n'a pas sa place, vous en saviez quelque chose, sa langue de bois. Oui, on le savait bien. Alors maintenant, est-ce que Fofana, puisque à l'époque, moi, c'était Bakary c'était Monsieur Bakary Fofana qui était le président de la Commission électorale nationale indépendante de la Guinée. Est-ce que Monsieur Fofana, est-ce que Monsieur Gbonimi, est-ce que Monsieur Paté Dieng, qui étaient toutes les personnes qui étaient là actuellement à la CENI, étaient toutes des personnes qui n'étaient pas vraiment indépendantes ou qui avaient un parti pris politique? Peut-être qu'elles l'avaient, mais je pense qu'ils ont essayé quand même de faire en sorte que cette CENI fonctionne. Après, il y a les commissaires qui sont nommés, et donc c'est un des problèmes qu'on retrouve notamment dans la CENI en Guinée, et je pense que ici, si cette transition veut un petit peu réussir par rapport à cette question-là, moi ce n'est qu'un conseil que je donne évidemment, c'est qu'on sorte de la politisation ou de la semi-politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Parce que ici on dit, mais non, elle n'est pas complètement politique, elle est à moitié technique, elle est à moitié... Dominique, est-ce que le problème était beaucoup plus sur la composition de la CENI ou sur le fichier électoral? J'ai ouï dire que vous avez apporté votre expertise sur la question du fichier électoral. Non, c'est pas en Guinée, c'est au Sénégal. En Guinée, ceux qui ont fait l'expertise du fichier électoral, c'est l'OIF. C'est le général Sangaré. Pour des grandes gueules. Oui. C'est eux qui avaient, parce que nous n'avions pas, au niveau de notre bailleur de fonds qui était l'Union européenne, nous n'avions pas comme mission et comme mandat d'appuyer la CENI. Nous l'avons fait parce qu'on travaille avec eux tout le temps, bien entendu. Vous l'avez fait? Mais on l'a fait sur des renforcements de capacité, sur la formation des commissaires de la CENI. Jusqu'à quel niveau vous êtes intervenu dans la question du fichier électoral? 0 niveau. Honnêtement, en Guinée, 0 niveau. 0 niveau. C'est vraiment au Sénégal où nous avons fait tout le travail là-bas. Ça, oui. Ça, c'est Kess qui a fait le travail au Sénégal. Auprès du Parlement, par rapport au code électoral, je veux savoir, comment est-ce que vous avez quitté la Guinée à l'époque? Dans quelles conditions vous avez quitté le pays?
Parce qu'on apprend qu'Alpha Condé, à l'époque, nous a donné 72 heures. D'abord, en étant triste de quitter le pays. Pour quitter la Guinée, parce qu'on nous a contraint à quitter la Guinée, parce que vous étiez soupçonné d'avoir introduit dans le code électoral un article qui était favorable à l'opposition à l'époque. Oui, c'est la langue de bois. Allez-y. Ouais, c'est possible. Ouais, comment c'est possible? Pas de langage diplomatique. Vous l'avez fait ou pas Pas du tout. On n'a pas été... On a donné nos avis, en tout cas, oui, on a donné des avis juridiques. Mais Alpha Condé vous a contraint à quitter la Guinée? Non. Vous ne le reconnaissez pas? Parce qu'il y a eu une affaire de 300 000 euros par rapport à la radio parlementaire. Après votre départ, à travers ECAS, qui était votre ONG, on apprend que votre ONG aurait perçu un montant qui devait être investi dans la radio parlementaire. Ah non, tout ça c'est du... alors là, ça c'est vraiment du fantasme complet. Tous les comptes du projet Pacte 1, Pacte 2, Parcan 1, Parcan 2, parce que nous avons eu 4 contrats. Qu'est-ce qui devait revenir à la radio parlementaire? Mais tout ce qu'on a donné. Et notamment le paiement des journalistes, mais surtout tout l'équipement. Pour les 300 000 euros, vous les reconnaissez ou pas? Qui ont disparu? Non, ça non. Ils ont été donnés à la radio parlementaire. C'est nous qui avons tout fait. Voilà, c'est eux qui apportent, mon cher Antoine, c'est très important. Bien, allez-y Antoine. Pour le moment, pour la petite histoire, j'étais hier à l'Assemblée nationale et j'ai rencontré justement le directeur de la communication de l'administration parlementaire et il me disait que l'émetteur était tombé en panne il y a une semaine. Et donc ça fait 2 semaines, je crois, une semaine ou 2, que la radio ne fonctionne plus. Mais le pylône est là, tout le matériel est là. Moi j'ai été voir le studio tout à l'heure, hier quand je suis passé à l'Assemblée nationale. Tout est là, tout est équipé, tout est nickel. Et elle a fonctionné jusqu'il y a 15 jours. Or on l'a installée en fin 2016. Bien. Donc ça fait 4 ans. Rapport avec Alpha Condé à l'époque? Très peu. Non, mais très peu de rapports. Pourquoi? Honnêtement. Pourquoi? Antoine. Pourquoi ça n'allait pas? Parce qu'on était plus... je ne sais pas que ça n'allait pas. Voilà. Ouais, je pense qu'il y avait aussi un peu de... Je ne dis pas que vous devez avoir forcément des rapports, mais pourquoi il y avait ça ne marchait pas? Il y avait un peu de soucis. Il y avait un peu de soucis entre la délégation de l'Union européenne et la présidence de la République. Pourquoi justement? Parce que je pense que la délégation de l'Union européenne osait dire un peu les choses crûment, justement, en face au président de la République, qui n'a pas toujours apprécié les positions de l'Union européenne, notamment sur le fait qu'il était hors de question de financer le 3e mandat s'il y allait avoir un 3e mandat, et que l'Union européenne ne mettrait plus un franc dans la gouvernance et dans l'appui à la démocratie en Guinée s'il y avait, comme il y avait ce risque du 3e mandat. Oui, ce risque du 3e mandat. Les relations étaient très mauvaises. Depuis 2015 déjà, c'était le choix, parce que 2015, il a décidé de financer lui-même la présidentielle. Ça veut dire les grandes gueules. Consommé. Oui, mais on a quand même financé beaucoup avec le PNUD. Hein. Oui, mais c'est pourquoi on a parlé de laxisme de la part de l'Union européenne. Est-ce qu'on ne pouvait pas parler de laxisme? Oui. Sur le quoi? Sur l'organisation du scrutin de 2015 ou de 2020? Pour le 3e mandat. Non, je pense qu'il n'y a pas eu de laxisme. Monsieur Géry Guilaine, qui était le chef de délégation ambassadeur de l'Union européenne à ce moment-là, qui a quitté le pays en 2018-2019, a été très clair, y compris dans son discours de départ, puisqu'il a été invité à Sékou-Touria par le chef de l'État pour un dîner officiel de fin de mandat. Donc, les relations n'étaient pas si mauvaises que ça malgré tout, même si elles étaient un peu froides et parfois tendues. Et dans son discours de fin, il lui a vraiment dit que pour lui, c'était impensable qu'il y ait un 3e mandat. Mais comment vous avez apprécié cette sortie des Russes, qui est maintenant le chef de délégation actuel de l'Union européenne, et bon, voilà, le mandat est passé, les élections sont passées, mais l'Union européenne... Mais sauf que la Russie n'était pas sur le même point que vous, hein, je parle de l'Union européenne. Avec l'ambassadeur qui a très tôt compris la démarche qui était en cours. Comment vous avez apprécié ça? La sortie de l'ambassadeur russe, l'ancien? Comme étant un Russe qui parle. Ça veut dire quoi? C'est un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un membre permanent, qui a son franc-parler, Et puis je pense que la Russie, elle a quand même quelques intérêts en Guinée, non?
Bien. Allez-y, Thomas. Qui s'oppose aussi. Il y a un chemin de fer là qui est le long des grandes gueules. Qui s'oppose aussi par principe parfois. Hein, parce que l'Union européenne, évidemment, n'a pas d'intérêt minier en Europe. En Guinée. Maintenant, Dominique, vous avez abordé un peu un pan de. C'était une sorte d'état des lieux que vous commenciez déjà. Parlons-en. Commençons avec l'institution électorale. C'est la transition. La transition a cette grande vocation, c'est de réussir à passer le témoin à une équipe civile démocratiquement élue. Et donc, on se pose la question, où en est-on aujourd'hui, à la fois de l'organe de gestion des élections, des grandes gueules, vous en faites, mais aussi d'autres instruments comme le fichier électoral. En quel état est-il, notre fichier? Moi, je pense qu'il faut faire un audit indépendant du fichier, mais le fichier n'est pas en bon état, c'est évident. Le fichier est quand même vraiment âgé, il date de 2015, il y a eu très peu de remaniements en 2020. Donc moi je serais d'avis, si on me demandait mon avis. Il y en a eu en 2018 mais communales. Les grandes gueules. Dernièrement également, l'OIF est intervenu. Ouais, mais c'était des cosmétiques comme intervention. C'était cosmétique. On a même jugé acceptable à un moment, même des commissaires de la exactement, des commissaires de la CENI. Oui, acceptable. Quand l'État, on pouvait y aller. Ça veut dire quoi? Acceptable, ça veut dire que c'est pas mal, mais ça veut pas dire que c'est top. Puisqu'il n'y a rien de parfait non plus. Non, mais il n'y a rien de parfait, mais il y a quand même moyen de pouvoir améliorer. Moi, je pense qu'il faut recommencer une procédure, un processus. Un recensement total. Tout à fait. Et vous voudriez toujours d'une CENI, ou est-ce qu'il faut revenir à l'organisation des élections? Moi, je pense qu'on peut garder une CENI par le ministère de l'administration du territoire. Oui, moi je pense que c'est évidemment une des options, c'est bien entendu de remettre la responsabilité de l'organisation des élections à l'État, c'est-à-dire au ministère de l'administration du territoire ou bien au ministère de l'Intérieur, ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est plutôt l'Intérieur, des pays où c'est plutôt le MATD. Les grandes gueules. Je pense qu'ici c'est mieux, ce serait plus indiqué d'avoir le MATD et alors revoir la fameuse loi, puisque la dernière loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante de Guinée date justement d'un certain CNT. Ouais. Alors, en 2013, entre 2010 et 2013. La loi sur la CENI, vous voulez dire? Oui. Qui a été modifiée. Oui, dernièrement, elle a été modifiée. On a reformé la CENI. Exact. Oui, mais on est resté dans l'esprit. Tout ça. Les démembrements également. Mais on est resté dans l'esprit d'avoir une CENI politique. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors que pour moi, si on garde une CENI, il faut qu'elle soit technique, c'est-à-dire qu'elle ne soit composée que de personnes qui sont capables d'organiser les élections, et il y en a dans le pays. Concrètement, on y va comment? Une CENI technique, des gens capables d'organiser des élections crédibles, comment on y parvient? Par une modification de la loi. Non, ça on comprend. Les grandes gueules. C'est la mise en œuvre. Quelles seraient les spécifications justement qui permettraient justement certains ont parlé d'appel d'offres, je sais pas moi, ce serait quoi votre formule? Oui, bien entendu. La question, c'est évidemment, à partir du moment où on veut refaire avant tout un recensement et refaire un nouveau fichier électoral, il faut bien entendu respecter la loi sur les marchés publics, et donc il faut bien entendu faire un appel d'offres, mais il faut avoir un petit comité qui va démarrer cette CENI technique et qui soit à la manœuvre en lien avec le ministère de l'Intérieur et le MATD, faire ce recensement, parce que ne serait-il pas en même temps l'occasion de pouvoir aussi travailler sur l'état civil et avoir un véritable fichier de tous les Guinéens, pas uniquement ceux qui ont plus de 18 ans, puisque pour avoir le fichier électoral, c'est les gens qui ont plus de 18 ans, mais de tous les Guinéens établis ici sur le sol guinéen, avec un fichier de l'état civil qui soit géré au niveau des communes, puis des sous-préfectures et des préfectures, enfin comme un système un peu normal. Ouais. Bien. Le travail est en cours, donc ça je pense qu'il faut vraiment encourager. Je pense que la communauté internationale sur ces enjeux-là doit, si bien entendu l'État guinéen et le CNRD le souhaitent, mais doit en tout cas répondre présent au cas où il y aurait des sollicitations de soutien à ce niveau-là, parce que c'est vraiment un événement et un élément crucial de la reconstruction d'un État de droit.
Ouais. Allez, on n'a que 3 minutes, mon cher Tamba, allez-y. Enfin, je vais condenser alors. L'état civil est central. Je commence avec la première question. L'état civil est central. Là, on a besoin de confirmation ou d'information tout simplement. Nous avons appris, il est arrivé à notre information que l'Union européenne était d'accord d'accompagner la Guinée sur l'établissement d'un état civil biométrique. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je pense que c'est vrai, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui parce que j'en saurai plus cet après-midi. L'État guinéen n'en avait pas voulu. Non, je ne crois pas. Non, parce que c'est en effet un financement européen qui a été obtenu par ENABEL, l'agence de la coopération belge au développement, qui est établie ici en Guinée depuis maintenant quelques années. C'est elle qui a eu ce marché-là. C'était un marché public que l'Union européenne avait ouvert à plusieurs acteurs. C'est ENABEL, donc l'agence de la coopération belge, qui a gagné le marché. Et je pense qu'ils sont, en tout cas, moi j'ai vu qu'ils engageaient du personnel sur ce projet-là, ce qui me semble dire que ce projet fonctionne. Mais je vais voir cet après-midi, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais je pense que c'est en route. C'est en effet... Voilà, vous allez accompagner le processus au Sénégal. Par comparaison à la Guinée, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui manquerait à notre CENI par comparaison au Sénégal? Et puis vous, votre organisation, aurait quel rôle à jouer dans une transition responsable, une transition politique qui permette qu'on ait un élu démocratiquement élu sans tous les problèmes qu'on a connus par le passé? Je pense que... Pour d'abord répondre à votre première question, entre le Sénégal, alors c'est un peu difficile de comparer le Sénégal et le Mali, et la Guinée. Je suis basé au Mali, donc c'est vrai que je parle beaucoup de ces 3 pays en général. Et donc, c'est assez difficile puisqu'il n'y a pas vraiment de CENI au Sénégal, puisque c'est la direction générale des élections, qui est justement une direction du ministère de l'Intérieur, qui organise les élections. Ouais. Donc l'organisation est quand même assez différente par rapport à la Guinée et à un schéma d'une CENI classique, comme on connaît en Guinée, mais qu'on a aussi ailleurs en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, où là aussi on a beaucoup travaillé. Et donc, maintenant, pour que la CENI soit, je pense qu'il y a vraiment la question des démembrements, la question du fait qu'il y ait véritablement la volonté d'afficher les résultats le jour du vote sur le bureau, non pas du centre de vote, mais du bureau de vote, et pas uniquement le grand centre de vote où on va mettre tous les résultats éventuellement de chacun des bureaux de vote. Je pense qu'il faut aller au bureau de vote, même sinon après tout le monde va encore faire de la confusion. Travailler bien entendu sur la remontée des résultats, parce qu'on sait que c'est là, ça coince. C'est pas tellement dans le bourrage des urnes. On a vu 2-3 situations, si je me rappelle bien, de 2015. Je n'ai pas évidemment suivi les processus après, mais en 2015, il y avait eu 2-3 bourrages d'urnes, je pense, du côté de Nzéré-Corée ou de la Guinée forestière. Mais c'est pas le jour des élections tellement que ça coince, c'est après. C'est après où on se rend compte que le résultat qu'on a comptabilisé le soir à la fin du scrutin est différent dès qu'il est remonté, que ce soit d'abord au niveau de la préfecture ou alors après ici au niveau du centre national de traitement des résultats. Donc c'est vraiment ça pour moi qui est essentiel. Le fait de ne pas avoir de politique dans une CENI permet de pouvoir avoir des gens qui sont compétents, techniques, qui sont au-dessus des appareils politiques et surtout au-dessus des résultats qui ne sont pas concernés par les résultats. Après qu'il y ait des témoins des partis politiques dans les bureaux de vote, qu'il y ait des observateurs bien entendu civils, voire internationaux bien entendu, mais au niveau de la CENI, je pense que c'est ça. Et au niveau du fichier, oui, moi je pense que si on arrive à joindre l'effort qui est mené peut-être avec l'agence de coopération belge ENABEL sur l'état civil, avec un recensement de la population qui aurait plus de 18 ans, afin d'avoir un fichier électoral qui matche et qu'on ait en plus les mêmes compatibilités informatiques et compagnie, parce qu'on a vu dans certains pays que parfois certains fichiers étaient tout à fait incompatibles et donc il n'y avait aucun moyen de rematcher les informations alors qu'on avait mis un temps fou à les récolter.
Merci beaucoup en tout cas Dominique d'être passé ce matin chez nous. Et alors nous, pour juste terminer, nous on est là, donc une offre de service, on est prêt à recommencer et à repartir sur ce qu'on avait fait entre 2014 et 2017, c'est-à-dire l'appui aux institutions. Moi je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur sur la haute autorité de la communication, vous en avez parlé tout à l'heure, sur la Cour constitutionnelle, le médiateur de la République, le journal officiel où nous avons tout informatisé et où il y a un site maintenant normalement qui devrait fonctionner et n'importe quel citoyen peut aller chercher un texte de loi qui est passé et qui est paru au journal officiel, sur bien entendu l'Assemblée nationale, parce que le CNT on verra, mais en tout cas M. Berreté était très content de me voir et on a un peu discuté sur tous les enjeux qu'il y avait autour de ce comité, comité national de la transition. Merci beaucoup d'être passé. Et donc voilà. Et nous sommes bien entendu disposés à discuter avec les autorités, avec les institutions, avec les bailleurs de fonds bien entendu, puisqu'à un moment il va falloir aussi passer à la caisse. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. Terminé ce matin. Grand merci à Amadou Sow qui a réalisé l'émission Côté Radio. À la régie, Kabine Condé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mali, Sila, Poutine, à toute l'équipe qui a géré évidemment la régie. Merci à vous tous. Dans un instant sur Espace TV, si vous regardez cette émission la nuit, c'est Miss Eben qui vous allez retrouver pour les infos. De 19h45 et sur Radio Espace, les infos reviennent avec l'équipe de la rédaction. Prenez soin de vous, à demain, au revoir.